Salut à tous, épisode 20 avec Corandon Alpecin, et on a pas mal de choses assez réjouissantes à voir dans cet épisode. Vous allez voir que au final, même sans Mathieu Van Der Poel, on peut quand même s'amuser, au cas où on avait besoin de le vérifier. Et ça va être le cas voilà, sur 38 minutes à peu près. On va s'intéresser évidemment déjà aux contacts qu'on pourrait nouer dès le début du mois de mai avec certains coureurs en vue du recrutement de l'été. Et ensuite il y aura aussi le Giro, mais ça on en reparlera. Grâce à Pro Cycling Manager Career Explorer, ce type d'horreur là, où vous voyez plein de leaders, c'est mon cas, parce que la partie n'avait pas été passée au filtre de PCMCE, n'aura plus lieu donc dès l'année qui suivra, 2022. Rappel, par rapport au recrutement, la politique de la maison, c'était dans un premier temps de partir d'une équipe pourrie avec Mathieu Van Der Poel dedans quand même, et d'essayer de tout faire pour faire triompher le bonhomme. Ça a été fait, on est en tout cas en train de réaliser presque, on peut dire déjà un grand chelem sur cette première partie de saison. Oui, mais on a des contraintes et on a aussi d'autres envies. Les envies, c'est de se développer aussi sur les grands tours, de créer comme ça une équipe autour de laquelle on puisse espérer des choses. Les contrats expirants sont peu nombreux cette année chez Corandon Alpecin. Alors, comme on a une pleine satisfaction du sponsor, tiens, sans blague, ça paraît étonnant, non? Quand on voit la petite ribambelle de victoire de Mathieu, c'est normal, donc on peut espérer quand même une jolie hausse de l'enveloppe qui sera attribuée au début du mois d'août qui suivra. Donc ça, c'est parfait. C'est parfait. Que faire avec cet argent? et puis que faire aussi? Les gens qui trouvent que c'est trop facile avec Van Der Poel, écoutez, regardez autre chose. Parce que moi je trouve que ça n'a pas été facile au final d'aller chercher pile ce qu'il fallait, Van Baarle, Galopin, etc. Pour combler juste le besoin d'équipier dans certains endroits avec un budget hyper restreint. On sera donc voilà, moi je suis content de ce qui s'est passé et j'estime pas que c'est si facile que ça. Ensuite, 474 000, ça ouvre la porte à quoi? Alors j'ai fait une recherche qui est basée donc 87 000 euros à dépenser, ça veut dire que certains coureurs ne nous concernent pas. Tom Dumoulin par exemple, c'est même pas la peine d'en parler. C'est pas réellement l'esprit non plus. Mais il est hollandais, donc c'est pour ça que ça pouvait nous tenter. Il nous faut de l'allemand, du hollandais ou du belge. Et la seule entorse possible, c'est du français. Voilà, les 4 nations qui sont représentées dans cette équipe. Oui, pourquoi français? Parce qu'on a aussi le coq sportif sur notre maillot, il est co-sponsor, même s'il n'apparaît pas dans le nom principal. Ça c'est pour la petite référence au maillot, hein. Voilà, je l'avais voulu comme ça, il a été fait ainsi. On voit que le tour des candidats possibles ne regorge pas de... Il n'y a pas des évidences à chaque ligne, hein. C'est la moindre des choses. Kemna m'intéresse beaucoup et il rentrerait bien dans le projet. Après, est-ce que Kemna, dans un an, c'est plus fort que Sinchek dans un an? J'en ai aucune certitude. Mais ça nous fait un Allemand. Et ça, c'est déjà un point hyper important. Après, vous avez vu, si j'étends aux Français, comme je disais juste avant, on a un mutant total, c'est David Gaudu. David Gaudu, est-ce qu'à 85 de montagne, excusez du peu, est-ce qu'à 85 de montagne, je peux me permettre de le recruter? C'est un débat. C'est un débat. Vous vous exprimerez, vous me direz ce que vous en pensez. Il y a quelqu'un qui revient dans la discussion, c'est Tish Benoît. Honnêtement, lui comme Maximilian Schachmann sont pour moi des gens que je vais regarder et avec lesquels je vais nouer des contacts pour l'été qui vient. Parce que il y a des raisons. À la Philippe, je vais pas le prendre, il est trop cher. C'était pour le clin d'œil, voilà, je vous l'ai mis. Mais dans des registres différents, parce que je pense pas que Schachmann soit capable d'aller faire ce que Benoît pourrait faire. On a envie d'aller gagner un Tour de France. Et pour moi, il y aura un révélateur total, c'est
l'été, là, le mois de juillet, où on va aller sur le Tour de France avec une jolie équipe autour de Sam Oomen. Si Sam Oomen se rate, alors qu'on voit qu'il y a aussi des candidats sympathiques, je serai peut-être obligé de décider certains trucs au mois d'août qui suivra, parce que je lui donne une chance, mais il faut pas non plus déconner. Donc je vais pas mourir avec Sam Oomen et ne jamais aller au bout des choses avec lui. Bourman, ça me tenterait énormément, surtout qu'à mon avis il rentre dans le budget. Bourman, allemand, avec Alpecin en co-sponsor, ça rentre dans le budget. Benoît, ce serait un fantasme absolu de réunir Van der Poel, Remco Evenepoel et Benoît. Pour moi, ce serait un truc de fou. Voilà, je l'exclus, honnêtement, je l'exclus pas. Je vais peut-être le faire. Je m'étais empêché de le faire la première saison, et je vais peut-être le faire là. Donc on va voir. Charman, voilà, le seul défaut que je lui trouve, c'est que il est plus puncher et aussi très bon rouleur. Et ça pourrait par contre rentrer en conflit avec Remco, qui a ce profil-là, ou qui est amené à avoir ce profil-là. Le Remco d'aujourd'hui est amené à avoir demain les notes de Charman. C'est pour ça que, est-ce que c'est vraiment opportun? En revanche, Kemna, ça peut vraiment être intéressant. Je vous avoue que Kemna, j'abandonne pas la piste du tout. Je suis chaud sur Kemna aussi, donc ça c'est le tout début des négociations. Après ça, on a une simu très très rapide du Tour de Romandie, parce que j'ai envoyé une équipe, c'était pim pam poum hein, sur le Tour de Romandie. J'ai vraiment mis des gens qui avaient besoin de jours de course, mais avec aucun leader. Honnêtement, aucun intérêt de jouer ça, surtout quand on a ensuite un Giro avec plein de jeunes. Où voilà, hein, le défi qui consiste à jouer des courses difficiles avec un gros plateau en face, avec de jeunes coureurs en essayant de performer, ça nous attend dans quelques minutes. Ça sera au Giro. Donc je vais pas doublonner en allant insister comme ça sur Tour de Romandie. On voit que, par exemple, certains sont déjà bien en forme. Hein. Primoz Roglic, Soler là qui gagne l'étape, Bernal qui prend le leadership, et l'étape Rennes ensuite là, qui nous rappelle des petits trucs, parce que je l'ai joué il y a fort longtemps avec Lotto Soudal, c'était Manu Bourman qui avait pris ce Tour de Romandie avant d'aller chercher un Giro, me semble-t-il. Donc nostalgie, tiens, quand on en parle de nostalgie, je vous ai mis une petite musique qui parlera à certains en fond pour annoncer et pour présenter ce Giro sur fond d'image, là aussi nostalgie. Lotto Soudal 2021. Voilà, on avait joué le Giro 2016 avec Lotto Soudal en 2021. Alors évidemment, c'était absolument pas le même contexte. Donc départ des Pays-Bas, hein, pour resituer les choses, départ des Pays-Bas. C'était absolument pas le même contexte parce qu'on avait à ce moment-là une équipe très forte. Ce qui est totalement l'opposé de ce qu'on a là, avec un premier vrai gros rendez-vous à l'étape 6 qui peut déjà clarifier les choses pour le classement général. On a quelques petites opportunités pour puncher éventuellement à saisir. Attention au contre-la-montre de l'étape 9, on va le voir tout à l'heure. Contre-la-montre de l'étape 9, c'est un vrai rendez-vous. L'étape 10 peut faire de gros dégâts. Vraiment. Et puis on jouera jusqu'à l'étape 11 dans cet épisode-là. Et puis dans l'épisode prochain, je prendrai à partir de l'étape 12. On voit que 12 est anodine pour nous, puisqu'on n'a pas de sprinter. 13 et 14 vont demander de la vigilance, voire de la stratégie. L'étape 15, écoutez, c'est un contre-la-montre en grimpette pure. On verra ce qu'on est capable de faire, avec nos notes de grimpeur surtout. Et puis derrière, on se dirige tout doucettement vers une fin de Giro juste énorme. Jolie étape 19 avec l'arrivée à Risoul. Oui, le Giro avait fait une escapade en France. Et puis surtout celle que j'adore, c'est l'étape qui passe au col de la
lombarde après avoir fait le col de la Bonnette. Excusez du peu. Voilà, c'est un petit peu... on est dans la nostalgie, on est dans l'affectif, à l'image de la musique, à l'image des petits screens que je vous ai assemblés sans enlever le petit logo Lotto Soudal parce que c'est des jolis souvenirs. Et puis voilà, avec ce choix de Giro 2016, vous l'avez dit il y a quelques temps déjà, mais Giro 2016, j'aime beaucoup. Voilà. Et en plus, il est lourd de souvenirs là. Ce Chris Wake qui se gamelle alors qu'il allait probablement l'emporter. Enfin, terrible dans le col de la Nielle. Donc, on y va. Evenepoel est l'homme à suivre sur ce CLM inaugural, peut-être plutôt d'avoir une distance de prologue, donc aux Pays-Bas. Donc, je me suis appliqué, essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. J'espérais quelque chose de mieux, pour être franc, parce que ça va finir, il dégringole un peu, voilà, ça fait 13ème, bon, ok. Ouais, j'espérais quelque chose de mieux. Après, Remco, il a une particularité sur ce Giro, vous pouvez le voir d'ailleurs sur les barres, c'est que, ok, Sinchek est le leader, Remco, le chouchou, qui a une carte blanche en électron, il n'est pas encore sous pic, le pic il arrivera après, c'est ça qui est calculé en tout cas. On a quelques équipiers remarquables, dont Verreken et Jorgensen, l'américain, qui sont peut-être les meilleurs grimpeurs derrière Sinchek. Donc ceux-là, je les protégerai un petit peu. On va être obligé de jouer une course prudente à certains égards, mais aussi audacieuse pour ce qui est de se glisser dans des échappées en profitant, par exemple, du manque de notoriété de nos coureurs. Hein, ça joue beaucoup. Vous voyez qu'il y a du monde en face. Hein. Dans chaque équipe, il y a un leader et dans beaucoup d'équipes, il y a aussi un sprinter. Hein. Le gratin du sprint mondial est présent. On est sur des étapes 2 là et 3 juste après, sur lesquelles je ne vais pas m'acharner. Je ne vais pas m'acharner à aller jouer les échappées et tout. On sait très bien qu'en début comme ça de Giro, sur ce profil-là, c'est pas pour une échappée tout de suite. Il va falloir attendre quelques étapes avant qu'une échappée puisse damer le pion aux équipes de sprinters. Légère petite surprise avec la victoire de Magnus Cort Nielsen, tiens, sur cette étape 2, au nez à la barbe notamment de Viviani, etc. Alors, rebelote pour ce qui est du scénario, sur l'étape 3, moi je n'avais pas, c'est un choix, hein, de ne pas emmener de sprinter évidemment sur ce Giro. J'ai préféré emmener des jeunes qui étaient tous capables d'aider à différents endroits, hein, selon leur... on les découvrira un petit peu progressivement, que ce soit Guénaud, que ce soit le jeune Onklin. J'avais déjà évoqué précédemment Jorgensen et Verreken. Je pense que j'en ai... oui, il y a Vervaak qui est aussi intéressant. Vervaak n'est pas jeune. Vervaak est un coureur un petit peu plus expérimenté, un coureur belge que j'avais recruté aussi pour compléter un petit peu mon effectif, en pensant notamment au Grand Tour, pour un peu apporter de l'aide. C'est une victoire d'Elia Viviani, voilà, il s'est bien repris par rapport à la veille, il est allé chercher l'étape 3, très bien, donc tous les gars que j'ai emmenés là, ils ont tous vocation à servir à une chose ou à une autre, suivant les moments de la course. Hein. L'équipe a été réfléchie, j'ai même fait comme d'hab, j'ai préparé 9 coureurs, et j'ai dû en éliminer un au dernier moment pour voilà, hein, en fonction de mes dernières impressions. Vous avez vu, on va lancer Jorgensen sur cette étape-là. Donc vrai coureur, hein, un vrai coureur, Jorgensen, qui va comme ça aller prendre l'échappée. Voilà, donc on est sur un scénario de course assez habituel, hein, rien de bien original en la circonstance, toujours avec des petits sprints au GPM, on a comme ça des petits trous à boucher, on voit que c'est quand même pas évident de résister aux
au peloton, hein, qui a vraiment les moyens de nous reprendre. Bon, voilà, faut pas trop s'acharner, même si j'ai tenté quelque chose là sur la toute fin, mais il n'y avait pas, je pense en tout cas, pas réellement la place pour faire mieux. C'était peut-être encore un petit peu trop tôt sur ce Giro pour pouvoir aller s'imposer avec un échappé, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire sur le final et qu'on doit subir. C'est pas du tout ça. On voit un dernier petit ravito, voilà. Bon, des fois j'ai un petit peu du mal à ravitailler parce que je le fais régulièrement en fait, mais c'est de profiter des fois des descentes, des replats, bien évidemment. Hein. Évidemment que je ravitaille pas dans du 8%, je suis pas débile, mais par contre des fois, malgré ces précautions là, je peux avoir des petits trous de ravito. C'est pas le cas ici, hein, puisque au final le boulot a été fait par Dieter Onklin. Et puis là je tente un petit truc. Je me dis Remco, est-ce que tu pourrais pas aller nous régler tout ça, terminer en costaud baroudeur, hein? On va tenter, de toute façon, il vient un moment, on n'a pas grand chose à perdre. Attention, ça réagit derrière, mais l'avance de Remco me paraît suffisante. Suffisante peut-être pas pour être crédité d'un écart de temps, mais par contre, pour ce qui est d'aller l'emporter. Donc victoire de Remco Evenepoel devant tout le plateau de sprinters qui rage de s'être fait damer le pion par un costaud sur le final de cette étape. 4 victoires d'étape pour Corrado Alpecin. Qu'est-ce qu'on pouvait espérer de mieux qu'une victoire de Remco Evenepoel, qui signe là sa première victoire sur Grand Tour dans la partie. Deuxième phase de dossier dans la foulée, on voit que certains... Gaudu par exemple, si jamais je décide de le prendre, hein, alors que bon, je trouve que 85 en montagne c'est cheaté, si je le prenais peut-être que je lui baisserais sa note. Mais certains en fait sont déjà super d'accord, ils ont 100% pour nous rejoindre, donc évidemment je vais pas les contacter. Ce serait un peu gaspiller les points. J'ai rajouté juste là, dans cette deuxième phase de dossier, j'ai rajouté Demirel, et allez, c'est bon, je vais rajouter Madouas, parce qu'en fait c'est un coureur que j'aime beaucoup. Je vais rajouter Madouas, mais j'ai quand même des réticences sur son profil. Parce que autant si je prends Buchmann, je sais que Buchmann va m'apporter la victoire dans un grand tour. En étant costaud, en faisant ce qu'il faut, Buchmann va le faire. Je pense que Tish Benoît peut le faire. Juste parce que c'est Tish Benoît. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a Dieu et en dessous, il y a Mathieu Van Der Poel et Tish Benoît. Dans Pro Cycling Manager, dans mes parties. Bien sûr. Donc je sais très bien que ces deux-là, ils vont aller le faire. Je m'interdis de prendre un Carapace. Je m'interdis parce qu'il n'a pas la bonne nationalité, pourtant sinon le coureur m'intéresserait beaucoup. Je trouve que c'est un peu cheaté Gaudu à 85, mais bon, en même temps Gaudu c'est typiquement un jeune coureur, mais j'aimerais mieux le voir gagner avec une équipe française en fait, pour être franc. Gaudu, j'aurais envie de gagner avec lui si je faisais une carrière avec des Français. Là, j'aurais envie de starifier Gaudu et d'en faire un monstre. En tout cas, voilà, j'essaierai. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai des petites questions. Des fois, je me mets des interdictions hein, pour certains trucs. Et donc voilà, vous savez tout. Par rapport à ça, on revient à la course. L'étape sous nos yeux, l'étape 5. Vous avez vu, l'échappée n'a pas pu aboutir. Notre jeune Onklin qu'on avait envoyé devant, là, qui est en bonne forme hein, sur ce début de Giro, Onklin. Tout le monde va être repris. Et c'est cette fois-ci Groenewegen qui n'est pas chez Jumbo Visma mais chez Movistar. Ouais, j'avoue, ça s'invente pas, hein, le jeu fait ce qu'il veut. Mais là, quand même, un sprinter hollandais chez Movistar, j'avoue, c'est un peu fort. Mais bon, voilà, j'allais pas interférer, le jeu a fait ce qu'il voulait. Victoire donc d'étape pour le néerlandais Groenewegen. Et nous, on va partir en échappée. Je vais envoyer Verreken sur cette étape-là. Ça m'intéresse en tout cas de le tester. Verreken testé sur une étape qui termine 4 ème. 4 ème, 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 4
au sommet. On voit que par exemple sur les GPM, celui qui se dégagerait comme notre plus gros rival, ce serait peut-être Kennog, mais Kennog qui est mal noté. Hein. On a connu de meilleures notes pour Kennog dans d'autres versions de Pro Cycling Manager. Et puis là c'est une phase bizarre. Ouais, c'est pour ça que je vous ai mis un commentaire sur l'image. Une phase très bizarre où j'ai vu comme ça les super sprinters se succéder dans cet enchaînement un petit peu vallonné, je dirais, si je peux oser dire ça, qui précède l'ascension finale. Énorme travail des sprinters à l'avant du peloton, qui du coup, c'est dommage, ça réduit considérablement l'écart qu'avait le peloton avec l'échappée. Et là où je râle, c'est parce qu'en fait, on aurait pu avoir un changement de porteur du maillot rose sur cette étape-là, et dans mes rêves les plus fous, pourquoi est-ce que Verreyken n'aurait pas été concerné par ça? Et avec la réduction de l'écart, ça paraît un petit peu plus délicat, surtout que Polyakov s'en va, je me dis Kennog et Verreyken devraient arriver à le reprendre. Je joue pas du tout la contre-attaque immédiate, même s'il prend un écart. Surtout à ce moment-là, il y a mon attention qui est plus sur l'arrière, où le peloton accélère. Il y a du Bardet qui attaque, il y a Mollema, il y a Vincenzo Nibali. Il y a pas mal de gros noms qui s'excitent, c'est normal, hein, on est dans les derniers kilomètres de l'ascension. Et le temps d'un petit peu aller corriger tout ça derrière pour que Sinchak et Evenepoel ne prennent pas trop d'écart, en fait j'ai pas réagi, peut-être comme il l'aurait fallu pour contrer le jeune Polyakov. Victoire Astana sur cette étape, et deuxième place pour Corrado Alpecin, obtenue par l'ami Verreyken, qui est un grimpeur puncher, qui est pas mauvais, mais qui casse pas non plus la baraque. Hein. Voilà, il vaut ce qu'il vaut. Voilà. Et après, moi, je suis content de l'avoir. Il est jeune. Je pense pas que son plafond soit très très haut. Pas attendre une progression inouïe chez Verreyken, mais pour 2 années encore ou quelque chose comme ça, il va bien nous servir. Et c'est tout ce que je lui demande. Pas davantage. Alors là, on est ensuite sur une étape où l'espoir d'exploit ou de victoire n'est pas très très fort de notre côté. La faute a une difficulté finale qui se situe peut-être un petit peu trop loin de l'arrivée pour que quelque chose soit vraiment espéré de notre côté. Il aurait fallu là peut-être plutôt être dans une échappée qui va au bout, mais l'échappée elle est bien poursuivi sur cette étape-là par un peloton qui va revenir et se disputer, voilà, la victoire finale. C'est Viviani qui va aller prendre une deuxième victoire d'étape. Oui, moi je fais gaffe aux arrivées à pas prendre de cassure. C'est pour ça que des fois, si vous voyez comme ça les sprinters là, qui sont loin devant, moi je reste sur mes coureurs tant que je suis pas certain de pas prendre de cassure. J'ai pas envie d'avoir comme ça une cassure débile. Vous avez vu au passage, victoire sur le Tour de Californie, feu le Tour de Californie on pourrait dire, de Roglic, et malheureusement blessure de Van Barle, mais on en reparlera. Ça va peut-être nous perturber pour le Tour de France, cette histoire-là, il va falloir regarder. Allez, aujourd'hui, on va pas envoyer Verreyken ni Jorgensen, ni même Evenepoel, qui n'a pas assez de retard au général, puisqu'il est dans les toutes premières places. Hein. On va envoyer le jeune Dieter Onklin. Alors, j'ai cherché. Pour moi, c'est un régène. Je dirais que c'est un régène 2020 de la partie, puisqu'en fait, il existe un sportif qui s'appelle comme ça, mais c'est un footballeur. C'est un latéral. Donc, non, il n'existe pas. C'est donc un régène 2020. Moi, je l'avais recruté, je sais plus, je pense que je l'ai recruté l'été d'avant. L'été 2020, donc ça veut dire qu'il avait déjà une année d'existence. Voilà. Donc, pas de commentaires particuliers sur quelqu'un qui a un profil très polyvalent et qui va tenter sa chance, puisque je vois qu'en fait l'écart avec le peloton permet encore d'espérer quelque chose. En tout cas, je m'en voudrais de ne pas tenter, donc je tente. Et du coup, je tente, alors qu'on arrive sur un secteur de Strade Bianche. Je
je tente, même si ça revient dur. Hein. Il y a De Koenig Quickstep qui a aussi beaucoup roulé. Il y a pas que. Hein. Il y a pas que. Il y a IF, il y a Trek, Segafredo. À ce stade-là, on se dit ouais, c'est bon, ça va. Échappé, condamné. C'est fichu. On a essayé, c'est cool, mais on n'ira pas au bout. Sauf que, regardez, il y a un petit essoufflement de ceux qui mènent le peloton. Et ça me donne envie d'aller encore plus fort. Ça me donne envie d'aller encore plus fort. On voit Kenaug de nouveau, qui est toutes les échappées, lui, hein, qui est présent, donc Dimension Data, hein, en l'occurrence. Et je me décide à forcer encore un petit peu davantage pour voir qui est capable de suivre, d'autant plus que l'écart pourrait commencer à être intéressant. Vous voyez que à l'avant du peloton, personne ne se bat pour vraiment emmener très fort. Du coup, il y a peut-être quelque chose à faire. Allez, on est deux, il y a une chance sur deux. Donc il faut essayer de faire basculer cette chance sur deux de notre côté. On donne le max, hein. On donne le max dans cette fin d'ascension avant une descente. Ouf, le Gazzaro a lâché pile en franchissant la ligne du GPM, ce qui fait que Onklin, il a qu'à terminer en boulet de canon. On sait que dans PCM, vous pouvez mettre un énorme effort en fait sur la descente. Genre effort, je sais pas, moi j'ai une bêtise, mais 90, 95, quoi, des fois 100 même. Hein. On voit que Gianni Moscon essaie de se faire la belle en contre-attaque. Du coup, moi ça va me donner des idées avec Remco. Je me dis, tiens, Remco Moscon là, qui roule comme des malades, il y aurait moyen peut-être de gagner des secondes et d'aller chercher le maillot. Ce serait en tout cas c'est ce que j'avais dans la tête à ce moment-là. Ouais, enfin bon, ok, mais sauf que ça roule derrière. Donc on va pas faire d'opération comptable sur cette étape. Par contre, on va dépuceler ce jeune Belge. Onklin va chercher sa première victoire en carrière et par là même sur un grand tour. Allons-y, hein, gaiement, hein. Pas de chichi. Victoire pour ce jeune coureur. Voilà. Sur cette étape, victoire opportuniste après quand même 200 bornes d'échappée. Donc, ok, tout va bien. Hein. Ça va. Et là, on arrête un petit peu de rigoler. Par contre, l'étape 9, parce que là, c'est pas un échappé, hein. C'est un CLM. L'échappé ne fera rien, hein, c'est un scoop. Et puis, on peut aussi dire que la victoire devrait revenir à quelqu'un qu'on connaît, et non pas un anonyme, comme sur l'étape 8. Alors moi, je vais m'attacher, comme d'habitude, sur ces CLM. Il est génial à jouer, hein, ce CLM là de 39,9 km. Waouh, il est super marrant. Moi, j'ai vraiment fait la course avec tous mes gars. En plus, on est plutôt doté de bonnes formes du jour. Déjà, je l'ai faite parce que j'y avais intérêt. Hein. C'était parce que je voulais sentir le truc pour que ensuite mes leaders soient avec l'effort le mieux ajusté possible. On voit ici Vervac qui se fait dépasser par Onklin, décidément très très en forme. Je vous ai dit qu'il est polyvalent, ce Onklin. Il est polyvalent. Pas vraiment dire qu'il a un point fort, mais par contre, avec une jolie forme du jour, il s'avère dangereux partout. En tout cas, il n'a pas gagné l'étape, hein, sans doute, mais il fait un joli temps. Donc c'est sympa. Allez, on arrive maintenant à notre leader. Nils Senchek est parti. Un petit peu derrière, c'est Remco Evenepoel qui passe. On voit ici le champion du monde de l'exercice, Geraint Thomas, champion du monde en 2020 du CLM. Ok. Lopez, qui est en rose toujours. Lopez, écoutez, il faut s'en méfier hein, sur ce profil-là parce que c'est vallonné en apparence et ça pourrait bel et bien tourner en faveur d'un grimpeur qui sache rouler un minimum. On voit de toute façon Lennart Kemna par exemple qui a le meilleur temps provisoire et puis il y a cette bosse en fait dans le final qui pour moi est l'endroit avec un E majuscule dans lequel l'effort maximal doit être fait, quitte à s'économiser un petit peu auparavant. C'est en tout cas ce que j'ai essayé d'appliquer comme stratégie le plus possible avec tout le monde, hein, pas que mes leaders. Donc Sinchek, évidemment, je doutais bien que Sinchek n'avait pas gagné le CLM, hein, mais bon, c'est pas si mal au final de prendre que 2 minutes.
dans la figure, hein, c'est bizarre de dire ça, mais bon voilà. Et Remco, j'avais de l'espoir, mais Remco, sa note en montagne n'est pas encore assez bonne. Remco, pas assez fort en montagne, ce qui fait qu'il va être éjecté très légèrement du top 20, il va faire 21ème en fait sur cette étape-là, et on voit très bien que délibérément, ce profil était pour les Bernal, Yates et consorts, les grimpeurs qui roulent au-dessus de 70, on va dire. Allez, 70, 72, avec une bonne préparation, c'est optimal pour gagner ce CLM pour un grimpeur. Ça enchaîne avec, là encore, une étape difficile. Il y a eu une journée de repos, hein. Avant ça, il y a eu une journée de repos et on est sur une étape où je vais continuer à envoyer du monde à l'avant. Hein, on va pas se gêner, on voit que dans l'échappée par contre il y a un épouvantail. C'est Giulio Ciccone. Il n'a aucun égal dans l'échappée, Ciccone, parce que l'échappée est nombreuse, hein, on était au-delà de la trentaine de coureurs à l'origine. Hein. Ciccone n'a aucun concurrent dans cette échappée, ce qui veut dire que avec les notes de Anklin, je suis certain d'exploser dans l'avant-dernière difficulté face à Ciccone. Et de ce fait, j'ai longtemps un peu réfléchi entre Ciccone et Jorgensen qui pouvait être protégé par l'autre en fait pour essayer de viser la victoire. Et j'ai opté pour Jorgensen. Voilà, je me suis dit Jorgensen ayant une meilleure note en montagne plus une forme du jour intéressante, pourquoi est-ce qu'on n'espérerait pas le plus longtemps possible? De toute façon, on va savoir dans pas longtemps là. Derrière, on est bien sûr attentif à Sinchek. J'ai envie de dire surtout à Sinchek parce que Evenepoel, dans le raidillon là, enfin c'est un peu péjoratif de dire raidillon, dans ce mur, hein, on peut appeler ça plutôt comme ça, ce mur final de l'avant-dernière difficulté, je crois que bon, il va pas falloir rêver. Hein. Et d'ailleurs, même Jorgensen, ah là là, il se fait lâcher. Il se fait lâcher, ce qui fait que je vais demander à tout le monde d'attendre Nils Sinchek. C'est un peu le branle-bas de combat à l'arrière, là, parce qu'en fait, il y en a qui attaquent, d'autres qui éclatent, des échappés rejoints qui craquent, et du coup, ça peut créer des petites cassures, et c'est vraiment ça qui nous arrive là. C'est la petite cassure qu'il fallait pas. Alors on voit quand même, il y a juste Nibali là juste devant, il y a Romain Bardet. On est pas mal, hein. Sinchek il est presque au niveau là de Bardet, alors que bon, sans surprise, Remco, c'est pas pour lui. Et donc on franchit le sommet. Allez, on est dans le bon groupe. Et dans la descente, on va se faire un tout petit peu lâcher. Ah, c'est pas cool ça. Il y a Sivakov qui est avec nous. Il y a d'autres gens qui se sont fait lâcher sur la fin de l'ascension. C'était Geraint Thomas et Egan Bernal, excusez du peu, qui se sont quand même fait lâcher à la pédale, hein, très clairement. Donc, interrogation maximale sur la planification et la programmation d'Ineos. Comment est-ce que Bernal peut être lâché à cet endroit-là, surtout quand il gagne le contre-la-montre de la veille, ça veut dire qu'il est peut-être en bonne forme. Et là, il se prend une cassure, ce qui fait que nous on va limiter la casse, hein. On va limiter la casse, donc Ciccone évidemment est allé au bout, Bourman a remonté, va prendre une deuxième place, assez jolie. Simon Yates va sûrement effectuer un rapproché au général. Thomas s'est sacrifié pour Bernal, qui a franchi la ligne sur un dernier sursaut avec nous, et puis après derrière, ok, hein. Voilà. On prend un éclat, ok, parfait. On a compris. Donc Remco ne portera pas le rose, alors qu'à un moment donné, on n'en était pas loin, on était à 1 seconde. Hein. Mais non, ou 4 secondes, enfin voilà. On était très très proche. Simon Yates, nouveau leader de ce Giro, avant l'étape 11. L'étape 11 sur laquelle je peux juste vous dire que j'ai essayé de me faire plaisir. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire attaque de Remco Evenepoel très rapidement, puisqu'il a du retard. Au général, on va pas s'embarrasser. On va faire attaquer Remco. Oui, mais voilà. Ça va être une lutte, c'est presque drôle en fait, hein, entre la Mercatone Douai et Remco et ses associés là qui tentent de s'échapper. Écoutez, cette équipe là, vous voyez les maillots jaunes à l'avant du peloton, la Mercatone Douai, elle nous pourrit la vie.
me pourrit la vie. À tel point que Remco, il est repris. Et du coup, j'envoie quelqu'un d'autre. J'envoie la mascotte. J'envoie Anklin en échappée. Et lui, par contre, on le laisse s'échapper. C'est absolument pas dû au fait qu'avant c'était Remco et maintenant c'est quelqu'un d'autre. Non, non, non. C'est juste que la Mercatone douée, elle a enfin réussi à placer quelqu'un dans l'échappée. Du coup, et évidemment, elle arrête de rouler derrière pour empêcher l'échappée de partir sans elle. Donc tout ça est supralogique au niveau cycliste. Après, évidemment, ça roule. Bon, bref. L'échappée n'a peut-être pas un grand avenir. Du coup, je tente de partir avec Anklin, ne pas avoir de regrets. Et au pied de la dernière difficulté, alors que Deceuninck Quickstep laisse un petit peu le travail ici à d'autres, allez, je me décide. Vous avez voulu m'empêcher de gagner l'étape? Ok, puisque c'est ça, je vais employer d'autres arguments. Je vais employer Evenepoel himself, et Evenepoel à 92 en effort curseur, ça fait déjà des dégâts. J'ai calé Sinchek dans la roue, pourquoi? Parce que l'objectif c'est quand même de gagner du temps. Il faut à tout prix que Sinchek récupère sur chaque opportunité laissée par le profil de ce Giro. Il faut que Sinchek récupère du temps pour essayer d'aller intégrer le top 10. Top 10 qui nous suffira peut-être à avoir un plus 1 dans les formes du jour parce que le gars considérerait que c'est une belle performance. C'est pour ça qu'il y a vraiment de l'enjeu autour du top 10. C'est pas du tout un luxe. On voit que derrière ça roule, mais Sinchek et Evenepoel roulent de consort. Et on est plutôt pas trop mal parti à ce stade-là pour aller faire un petit doublé sur cette étape 11. Voilà, putsch, un véritable putsch emmené par Corendon Alpecin et ses deux leaders, on peut le dire, hein, en quelque sorte, Sinchek et Evenepoel. Allez, on va la laisser à Sinchek avec élégance. Remco se cale dans la roue, laisse la victoire à Sinchek. Evenepoel a déjà une victoire d'étape sur cette Giro. C'était bien que Sinchek en prenne une, et au-delà, c'était bien aussi qu'il prenne la bonif associée à la place de premier, ce qui est chose faite. Cette fois-ci, on va mettre un écart. Voilà, il y a 40 secondes, donc c'est très très bien. Sinchek, il récupère 50 secondes sur cette étape-là, et donc on va se quitter avec qui comme leader de ce Giro? Avec Lopez, un Sinchek en 11e position. Je vous ai mis ici le tableau des vainqueurs d'étape pour le moment. On terminera le Giro au prochain épisode et on parlera aussi, parce que je suis sûr que dans les commentaires vous aurez plein de choses à me dire. J'adore ça. C'est clair que c'est toujours super rigolo. On reparlera évidemment de ce que je vous ai montré en début d'épisode avec Bourgman, Benoît et compagnie. Hein? Je serais déçu si personne en parlait. Allez, je vous dis à plus. Bye bye.